Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Mon Espace Santé où on va parler du coup de DMP, de messagerie citoyenne et de certificat logiciel. Donc c'est un webinaire spécifiquement dédié au couloir médico-social et on va rester ensemble une petite heure. Bonjour à tous. Je vais être accompagné donc pendant ce webinaire de Jean-Rémy Pugibé, donc qui est chef de produit ESMS au collectif SI. Et donc on va donc vous présenter un petit peu ce webinaire tous ensemble. Petites informations pratiques, hein, donc pour communiquer, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions dans le chat, donc tout en bas à droite, en principe, vous aurez une petite icône chat et vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra en fonction, donc au cours de nos parties ou à la fin, en fonction du temps. Si vous êtes plusieurs à participer au webinaire, n'hésitez pas également à nous dire qui, donc en envoyant un message à l'adresse écrite à ce niveau-là pour pouvoir nous dire qui également participe à ce webinaire si vous êtes plusieurs autour de la table. Et n'hésitez pas à vous inscrire également à de prochaines sessions. Donc, je vous ai mis les liens des deux catalogues. Donc, il y a le catalogue des webinaires, donc IS, qui est disponible, sur lequel vous pouvez donc cliquer et vous inscrire d'autres types de webinaires, donc des webinaires, par exemple, pour le couloir médico-social spécifiquement, donc pas forcément mon espace santé, mais des thématiques médico-sociales, des thématiques également cybersécurité. Voilà, donc il y a différentes thématiques à disposition. Et vous avez également le catalogue des services du GRIV, donc où vous pouvez également vous inscrire à des webinaires ou à des formations également, parce que c'est nouveau, c'est à des formations également qui sont délivrées par le GRIV sur tout ce qui touche à l'identitovigilance et l'INS. Pour information, la session est enregistrée. Donc j'ai un petit peu spoilé la présentation, mais donc du coup, vous serez accompagné donc de Jean-Rémy Pugibé, chef de produit SMS du collectif SI, et également donc moi-même, Sébastien Grandperrin, qui suis chef de projet SIS pour Système d'information de santé, et tous deux, nous sommes membres du grade PACA IS. Au niveau du sommaire, donc on va faire un bref rappel quand même du contexte Ségur dans lequel s'inscrit le sujet de mon espace santé, bien évidemment. On présentera ensuite mon espace santé et la messagerie citoyenne plus spécifiquement. Jean-Rémy nous présentera ensuite les cas d'usage donc liés à mon espace santé, à la messagerie de santé citoyenne, donc pour le couloir médico-social bien évidemment spécifiquement. Et ensuite, on parlera un petit peu d'alimentation de mon espace santé, d'INS qualifié, de certificats logiciels, puisque les certificats logiciels, c'est un sujet par lequel il faut nécessairement passer pour pouvoir alimenter le DMP. Et ensuite, on vous présentera l'accompagnement qui est fourni donc au niveau national et régional également pour les établissements pour vous accompagner dans ce sujet du Ségur. Petit rappel du contexte Ségur. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des textes de loi qui encadrent le sujet du Ségur de la santé. Donc, notamment, il y a un article qui est l'article L1111-15 du Code de la santé publique. Cet article dit qu'effectivement, chaque professionnel de santé, quel que soit son mode et son lieu d'exercice, donc c'est vaste, doit reporter dans le dossier médical partagé, donc à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins du patient. Et donc, la liste des documents qui doit être versée au DMP est fixée par arrêté du ministère chargé de la Santé. Et cet arrêté, c'est l'arrêté du 26 avril 2022 qui justement fixe ces fameuses listes de documents. Vous allez pouvoir donc consulter cette liste. Donc, vous avez les différentes dates à laquelle le versement de ces documents est éligible. Donc, je vous invite à la consulter. Et il y a un arrêté qui est arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'est un nouvel arrêté qui est l'arrêté du 26 octobre 2023, qui porte approbation justement du référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels au dossier médical partagé. Donc c'est un article supplémentaire qui s'ajoute aux deux premiers, qui justement va lister toutes les prérogatives que doivent respecter les professionnels de santé, également les éditeurs, pour pouvoir accéder au DMP.
Alors, le Ségur du numérique en santé. Donc, le but du Ségur du numérique en santé, c'est de généraliser le partage et l'échange fluide et surtout également sécuriser des données de santé entre professionnels de santé et usagers. Donc, le programme permettra donc justement d'alimenter mon espace santé pour que chaque citoyen dispose d'une vision consolidée de son parcours de soins et que chaque citoyen puisse être acteur de sa santé. Et donc ça, c'est effectivement donc ça, des grands mots autour du Ségur du numérique en santé, mais effectivement derrière, il y a une implication importante et un challenge important pour justement faciliter les échanges de données entre tous les acteurs de la chaîne de soins, puisque c'est facile effectivement de dire bon bah effectivement il faut échanger des données, ok d'accord, mais pour échanger des données déjà il faut que techniquement parlant ces échanges soient possibles. Il faut également minimiser l'effort de saisie des professionnels, parce que l'objectif, c'est pas faire de la double, triple, quadruple saisie, bien évidemment. Et l'objectif, c'est également de sécuriser les échanges, puisqu'on parle quand même de données de santé de patients donc identifiantes, et donc il faut sécuriser bien évidemment les échanges. Donc ici, donc sur le schéma de droite, c'est ce que vous voyez. Donc vous voyez donc l'usager qui est au centre du dispositif, avec bien évidemment mon espace santé. Et vous voyez autour donc tous les couloirs, donc les établissements de santé, la pharmacie, la médecine de ville, la biologie médicale, la radiologie et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les établissements médico-sociaux, qui sont tout autour de l'usager et de mon espace santé et qui vont alimenter donc mon espace santé des usagers avec des documents, qui vont également pouvoir communiquer avec l'usager au travers de la messagerie sécurisée de santé et qui vont également, ces couloirs et ces professionnels de santé, pouvoir communiquer entre eux également avec la messagerie sécurisée de santé. Tout ça, bien évidemment, avec l'INS, donc l'identité nationale de santé, qui permet de fiabiliser les échanges pour être sûr d'alimenter le bon DMP du bon usager avec le bon document. Et donc, vous avez donc cette INS à chaque fois qui intervient sur l'ensemble de la chaîne au niveau des échanges de documents. Vous avez également, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit cadenas à côté des différents couloirs. Donc, ce petit cadenas, c'est ProSanté Connect. Donc, ProSanté Connect qui permet justement aux professionnels de santé de s'authentifier de manière fiable dans la sphère numérique de santé en France. Donc, il faut savoir que le Ségur, c'est un investissement historique, c'est quand même 2 milliards d'euros, 1,4 milliard d'euros qui ont été dédiés au partage de données de santé. Donc, c'est dire, donc 1,4 milliard d'euros uniquement dédiés au partage de données de santé sur 3 ans. Donc, c'est dire quand même la complexité du sujet. Et il y a également donc 600 millions d'euros spécifiquement dédiés au secteur médico-social sur 5 ans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est 600 millions d'euros spécifiquement pour le couloir médico-social. Tout ce projet, ce programme plutôt, est 100% financé par le plan de relance et de résilience européen. Je vais vous présenter maintenant mon espace santé, la messagerie de santé citoyenne. Donc, mon espace santé, c'est un service public numérique donc universel qui a été pensé pour être le plus ergonomique possible, bien évidemment, et le plus simple d'usage possible. L'objectif, c'est d'avoir un véritable carnet de santé numérique. Donc, on connaît tous, ou on l'a oublié peut-être au fond d'un tiroir, notre joli carnet de santé bleu. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un carnet de santé numérique qui vient en complément de ce carnet de santé et qui va pouvoir justement agréger toutes les informations de soins de l'usager. C'est un projet, donc mon espace santé, qui a été lancé en février 2022, donc c'est un peu plus de 2 ans maintenant, on est en mars 2024. Donc il y a eu une création automatique des comptes des usagers, donc des assurés sociaux, donc on a appelé ça l'opt-out. Donc il faut savoir qu'on a créé automatiquement en février 2022 tous les comptes des assurés sociaux en France, modulo leur opposition, c'est-à-dire que les usagers avaient 6 semaines s'ils le souhaitaient pour s'opposer à la création de leur compte Mon Espace Santé. S'ils ne sont pas opposés durant ce délai de 6 semaines, leur profil Mon Espace Santé a été donc ouvert. Il y a eu à peu près 2% d'opposition des assurés sociaux à l'ouverture de leur compte Mon Espace Santé. Mon espace santé, c'est aussi, on en a parlé, mais juste avant, c'est des logiciels métiers compatibles, puisque effectivement, le but, c'est que les professionnels de santé et les établissements, ils puissent échanger des données de manière fiable et de manière sécurisée, le plus simplement possible. Et donc, à travers ça, il y a également donc une mise à jour qui a été financée donc de ces logiciels métiers à travers le dispositif SONS, dont fait partie également donc le couloir médico-social.
Il y a également donc des financements incitatifs. Donc ça, c'est des financements qui sont dédiés directement aux établissements. Donc ces financements incitatifs, notamment pour le couloir médico-social, c'est le programme ESMS numérique. Il y a eu également pour le sanitaire le programme SONES qui est en train de s'achever. Il y a l'avenant 9, également la convention médicale pour les libéraux. Donc voilà, donc il y a non seulement un dispositif financier, donc le dispositif SONS, qui est dédié justement aux éditeurs pour financer ces montées de version et ces logiciels métiers compatibles, donc notamment pour vous, pour le médico-social, les DUI, donc soit acquérir des DUI, soit les montées de version de ces DUI, et également des dispositifs financiers, donc incitatifs, donc SMS numérique, qui ceux-ci sont directement dédiés aux établissements directement. Et les obligations réglementaires, enfin on en a parlé, donc le fameux arrêté du 26 avril qui est lié à l'article L1111-15. Une question qui revient souvent, mais c'est la sécurité des données dans mon espace santé. Donc les données dans mon espace santé, il faut savoir qu'elles sont hébergées en France sur des serveurs qui répondent aux plus hautes normes de sécurité, notamment ce qu'on appelle la certification, donc HDS pour hébergeur de données de santé. Et la confidentialité des données, la sécurité sont garanties bien évidemment par le ministère des Solidarités et de la Santé et également l'assurance maladie. Toutes deux sont accompagnées sur ce sujet par une agence dédiée à la sécurité des systèmes d'information qui est l'ANSSI, donc agence étatique, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Le traitement des données, on parle clairement de données de santé et de données de santé à caractère personnel, donc de données de santé identifiantes de patients. Et donc, bien évidemment, on est soumis au règlement européen qu'on appelle le RGPD, que vous commencez un petit peu à connaître maintenant, avec toutes les petites fenêtres de cookies qui apparaissent sur les différents sites Internet sur lesquels vous allez. Donc, effectivement, ce RGPD s'applique également à mon espace santé. Et ce RGPD, en France, fait également l'objet d'une surveillance un peu plus accrue par une agence franco-française qui est la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'outil, bien évidemment, est construit dans une optique de respect des droits des patients, bien évidemment. Donc, il y a des comités citoyens qui sont impliqués dans la feuille de route de mon espace santé. Le but, c'est d'intégrer, bien évidemment, leur retour et qu'ils puissent participer également aux travaux. Alors, au niveau des fonctionnalités de mon espace santé, donc grâce à mon espace santé, l'usager a accès à 4 fonctionnalités majeures, donc 3 fonctionnalités qui sont arrivées à date et une qui va arriver prochainement. Donc la première grosse fonctionnalité, qui est un petit peu la fonctionnalité historique de mon espace santé, c'est le dossier médical. Donc c'est ce que vous voyez en bleu foncé. Donc le dossier médical est subdivisé en 2 parties. La partie documents de santé qui permet de consulter et d'alimenter des documents qui sont ajoutés donc par l'usager lui-même, puisque vous avez la possibilité en tant qu'usager d'ajouter des documents, ou les professionnels de santé également. Donc par exemple les lettres de liaison, les ordonnances, compte rendu de biologie, d'imagerie, etc. Et une autre partie qui s'appelle la partie donc, profil médical, donc qui est alimentée également et consultée par l'usager. Donc, vous allez pouvoir ajouter sur votre profil médical, par exemple, tout ce qui est allergie, antécédents, habitudes de vie, vaccination, mesures, directives anticipées également, etc. Toute cette brique en bleu qu'on appelle dossier médical, elle s'appuie donc sur le DMP, donc le dossier médical partagé. Donc on dit parfois que le DMP effectivement a disparu et que le DMP n'existe plus et qu'il a été remplacé par mon espace santé. Alors c'est pas exact. Le DMP aujourd'hui c'est une brique de mon espace santé. Il a été intégré à mon espace santé. Les professionnels de santé, eux, ils accèdent toujours au DMP et de leur côté, les usagers, eux, ils accèdent à leur DMP au travers de mon espace santé. Voilà, donc le DMP existe toujours, c'est juste que les usagers, eux, ils accèdent au DMP au travers de mon espace santé. Une autre fonctionnalité, c'est la messagerie. Donc, il faut savoir que dans mon espace santé, vous avez une messagerie, donc messagerie de santé, messagerie citoyenne de santé. Donc, il y a plusieurs noms qui existent en parallèle, donc qui permet pour les usagers de recevoir en toute sécurité des informations en provenance des équipes de soins, donc via un service de messagerie sécurisée de santé. Donc, service qui de par ailleurs existait déjà auparavant, qui a juste été déployé et ouvert aux citoyens au travers l'utilisation de mon espace santé. Petite nouveauté, l'usager peut désormais également envoyer des ordonnances directement à sa pharmacie via cette messagerie sécurisée de santé. Troisième fonctionnalité, c'est le catalogue de services. Donc le catalogue de services, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire en soi. Le catalogue de services, ce sont des applications qui sont référencées par l'État. Donc, il faut savoir que ces applications, elles doivent répondre à un cahier des charges strict. Donc, il y a à peu près une centaine de critères pour être référencées sur ce catalogue de services. Et une fois que l'application est référencée, donc elle est à disposition sur ce catalogue de services et vous allez pouvoir la télécharger, donc soit sur Android, soit sur iOS en fonction des terminaux que vous avez. Et
donc, vous allez pouvoir ensuite, derrière, utiliser, bien évidemment, ces applications. Donc, à peu près, je crois, à date, entre 25 et 30, une trentaine peut-être d'applications qui sont référencées, sachant qu'il y en a des nouvelles qui se référencent au fil de l'eau. Et une dernière fonctionnalité qui devrait arriver bientôt, donc elle a été annoncée par l'ANS en avril, donc en principe elle devrait arriver en avril de cette année, en avril 2024, donc c'est l'agenda qui va permettre d'agréger les événements liés au parcours de soins de l'usager, donc notamment les rappels vaccinaux par exemple, également les rappels de prévention, de dépistage, etc. etc. Donc ça c'est un agenda qui va arriver en principe en avril de cette année. Alors, je l'ai un petit peu dit juste avant, mais les échanges entre professionnels de santé et usagers, donc les professionnels de santé, il faut savoir qu'ils n'utilisent pas Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est l'outil qui est réservé aux usagers. Ils utilisent leurs outils actuels. Donc, les usagers, ils interagissent avec leur dossier médical au travers de Mon Espace Santé et ils interagissent avec la messagerie de santé au travers de Mon Espace Santé. Donc, ça, c'est la partie de gauche, c'est la partie usager. Les professionnels de santé, eux, en tant que professionnels de santé, bien évidemment, ils n'utilisent pas directement Mon Espace Santé. Ils utilisent donc, pour accéder au dossier médical du patient, le DMP, qu'ils peuvent consulter et alimenter au travers donc soit de leur logiciel métier dès lors qu'il est compatible, donc tout l'intérêt justement de faire les montées de version de vos DUI pour que vous puissiez accéder au DMP au travers de vos DUI, ou vous pouvez également accéder directement au DMP au travers ce qu'on appelle du WebPS DMP, donc du site dmp.fr qui est en ligne et à travers duquel vous allez pouvoir interagir avec le DMP des usagers. Pareil pour la messagerie de santé, les professionnels n'utilisent pas le service de Mon Espace Santé, ils utilisent leur boîte aux lettres MS Santé pour pouvoir interagir avec leurs patients. Boîte aux lettres MS Santé qui, de par ailleurs, ils utilisaient déjà auparavant pour interagir entre eux. Donc aujourd'hui, on va dire, cette capacité a été ouverte aux usagers. Donc maintenant, un professionnel de santé peut envoyer de manière sécurisée un message à un usager. Du coup, bien évidemment, la mise à jour des logiciels métiers, elle est extrêmement importante parce qu'elle vise à automatiser le partage des documents vers Mon Espace Santé et donc, bien évidemment, à réduire au maximum toute action humaine supplémentaire et donc d'intégrer au maximum le DMP, la messagerie dans vos logiciels métiers. Un focus maintenant sur la gestion des droits d'accès des professionnels de santé. Donc, il faut savoir que donc ça, c'est à la main de l'usager. Tout ce que je vais dire, un usager peut tout à fait donc autoriser ou bloquer un professionnel de santé. Donc ça, c'est à la main de l'usager. Il peut même, l'usager, bloquer par anticipation un professionnel de santé. Donc s'il souhaite qu'un professionnel n'accède pas à son espace santé, il peut tout à fait le bloquer par anticipation. Accès en cas d'urgence également par le SAMU, donc ça c'est à la main de l'usager. Si vous souhaitez en tant qu'usager, vous pouvez bloquer ou ouvrir la possibilité pour le SAMU, donc le médecin régulateur du SAMU, d'accéder à vos données sur Mon Espace Santé si c'est en cas d'urgence. Bien évidemment, le médecin régulateur du SAMU, il devra déclarer qu'il accède à Mon Espace Santé en cas d'urgence et il devra également saisir un motif. Pareil pour l'accès en cas d'urgence par les autres professionnels de santé. Donc, vous pouvez donc soit ouvrir, soit fermer en tant qu'usager l'accès en cas d'urgence aux professionnels de santé. Et bien évidemment, là encore, le professionnel, s'il accède au DMP du patient en cas d'urgence, il devra donc déclarer qu'il accède en cas d'urgence. Il devra également saisir un motif. Toujours dans la gestion des droits d'accès, un usager peut masquer ou rendre visible tous ses documents. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous souhaitez en tant qu'usager masquer l'ensemble de vos documents, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez rendre visible l'ensemble de vos documents. Si vous avez souhaité rendre visible l'ensemble de vos documents, vous pouvez par exemple masquer ou rendre visible spécifiquement un document. Donc si vous décidez de rendre visible tous vos documents, vous pouvez dire spécifiquement ce document-là, je ne souhaite pas le rendre visible aux professionnels de santé et donc vous pouvez faire le choix de le masquer. Et bien évidemment, vous pouvez accéder à l'historique. En tant qu'usager, vous pouvez accéder à l'historique de toutes les actions et de toutes les activités qu'il y a pu avoir sur votre profil Mon Espace Santé. Donc, tout est tracé. Il faut savoir sur Mon Espace Santé, dès qu'il y a un accès d'un professionnel à votre compte, dès qu'il y a un dépôt de documents, dès qu'il y a la moindre action qui est faite sur Mon Espace Santé, absolument tout est tracé et l'usager est bien évidemment notifié lors de l'accès d'un professionnel de santé et également à chaque ajout de nouveaux documents. Et bien évidemment, dans le cas d'un accès suspicieux, cela pourra amener au blocage de l'accès du professionnel de santé.
Vous avez une petite capture d'écran de la gestion des droits d'accès, voilà, telle qu'elle existe dans mon espace santé. Maintenant, on va faire un focus sur le droit d'accès. Donc, on a fait un focus tout à l'heure sur les droits qui étaient à la main de l'usager au niveau de mon espace santé. Là, on va faire un focus sur les droits à la main du professionnel de santé au niveau de mon espace santé. Donc, un professionnel de santé autorisé peut bien évidemment donc, consulter les documents contenus dans mon espace santé. Alors, attention, il peut consulter les documents, mais il ne peut pas tout consulter. C'est selon une matrice d'habilitation. Donc, en fonction de la profession que le professionnel exerce, il aura le droit de consulter tel ou tel type de document. Voilà, tout n'est pas ouvert. Il peut bien évidemment donc déposer les documents et informations utiles à la prise en charge coordonnée. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs au travers de l'article qui lui demande justement de déposer les documents utiles. Il peut supprimer un document, mais attention, il peut supprimer un document uniquement dont il est l'auteur. Il ne peut pas supprimer un document de l'usager lui-même ou le document qui a été déposé par un confrère. Il peut masquer un document à la demande du patient, bien évidemment, dont il est l'auteur. Il peut rendre invisible également un document au patient. Donc, par exemple, dans le cadre de l'attente d'une consultation d'annonce, dans le cadre de pathologies très graves, type cancer ou autre, pour éviter que le patient découvre cette pathologie tout seul devant son écran d'ordinateur, il y a la possibilité pour le professionnel de santé de masquer justement ce document au patient le temps de pouvoir réaliser l'annonce. Il y a également la possibilité donc, de consulter l'historique de soins, la rubrique entourage et volonté, donc les directives anticipées en définitive. Et bien évidemment, consulter et ajouter une vaccination. Il y a des droits élargis également pour les professionnels de santé administrateurs. Donc, les professionnels de santé administrateurs, c'est qui? C'est des professionnels qui sont déclarés par l'usager lui-même. Donc, c'est vous en tant qu'usager qui donnez accès à un professionnel de santé. Et en plus de donner cet accès à un professionnel de santé, vous allez le déclarer comme professionnel de santé administrateur. C'est si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas d'obligation. Un usager fait comme il veut. S'il veut déclarer un professionnel de santé administrateur, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Voilà, c'est un choix. Et ce professionnel de santé administrateur, il aura des droits élargis. Il pourra masquer un ou plusieurs documents à la demande du patient, même s'il n'en est pas l'auteur. Il pourra bloquer l'accès à mon espace santé à un autre professionnel de santé. Il pourra consulter l'historique de tous les accès au profil de son patient. Et il pourra également accéder, ça c'est important, il pourra accéder aux documents que le patient a choisi de masquer. Donc lui, il voit les documents que le patient a choisi de masquer. Focus sur le DMP maintenant. Donc le DMP, donc là on a parlé beaucoup de mon espace santé tout à l'heure, donc qui est la vision usagée. Là on va parler maintenant du DMP. Donc ça c'est la vision pro. C'est ce que voit le pro quand il se connecte au DMP d'un usager. Donc le DMP, c'est un carnet de santé numérique qui est organisé autour de 9 espaces distincts que vous avez ici sur la gauche. Donc vous allez retrouver donc en orange tous les documents qui sont déposés par les professionnels de santé et qui sont classés dans 7 rubriques, synthèse, traitement, analyse, imagerie, compte-rendu, prévention et certificat. Donc ça, c'est un classement des documents qui sont déposés par les professionnels. Ensuite, il y a une autre partie donc en turquoise ou cyan, ça dépend, données de remboursement. Donc, c'est des documents qui sont déposés par l'assurance maladie. Et enfin, il y a la partie, donc, ce qu'on appelle sur le DMP espace personnel. Donc, dans la partie espace personnel, les professionnels de santé vont pouvoir retrouver tous les documents qui ont été déposés par l'usager lui-même. Voilà. Donc, si l'usager dépose des documents, le professionnel il pourra y accéder dans cette rubrique. Voilà, donc ça, c'est la visu professionnelle de santé. Vous voyez qu'il est un petit peu plus fine que dans mon espace santé, puisque dans mon espace santé, vous allez retrouver donc la partie dans la partie en orange que vous voyez ici, donc tous les documents subdivisés dans la partie documents de santé et profil médical. Les professionnels de santé, eux, ces mêmes documents, ils seront éclatés dans plusieurs catégories pour plus de simplicité pour l'accès. On va faire un petit focus maintenant sur la messagerie de santé citoyenne. Donc la messagerie de santé citoyenne, c'est une messagerie bien évidemment qui a été pensée pour être sécurisée, facile d'usage, qui permet l'envoi et la réception de pièces jointes et des échanges interpersonnels au niveau du cercle de soins. L'usager, pour pouvoir échanger avec sa messagerie de santé citoyenne, doit avoir un profil Mon Espace Santé, bien évidemment, puisque sinon il ne peut pas recevoir de messages. Donc s'il a un profil Mon Espace Santé qui est fermé, il ne peut pas recevoir de messages, ce qui est logique. Et s'il veut répondre et échanger avec le professionnel de santé, il faut qu'il ait un profil Mon Espace Santé en plus d'être ouvert, il faut qu'il ait un profil activé. Donc c'est pour ça que je vous encourage vivement à activer vos profils Mon Espace Santé, puisque ça va vous permettre justement d'échanger avec les professionnels de santé. Tant que vous n'avez pas activé votre profil Mon Espace Santé, vous allez pouvoir recevoir des messages, mais vous n'allez pas pouvoir répondre. Voilà, donc je vous encourage à les activer.
Le professionnel de santé, lui, de son côté, il faut qu'il ait une messagerie de santé sécurisée, tout simplement. Donc, soit une boîte aux lettres nominative individuelle, ce qu'on appelle, donc qui est rattachée à une personne, soit une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle, donc d'équipe rattachée à un service. Les règles de fonctionnement, elles sont toutes simples. Donc, il faut savoir, la règle numéro 1, c'est qu'un professionnel de santé, enfin un patient plutôt, un usager, ne peut pas contacter de son propre chef un professionnel de santé via cette messagerie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut obligatoirement que ça soit le professionnel qui ouvre le canal de discussion en envoyant un premier message à l'usager, et ensuite l'usager pourra répondre. Voilà. Donc, il faut savoir que l'usager ne peut pas, de son propre chef, contacter un professionnel de santé de son choix. Il y a une toute petite exception qui a été faite, c'est pour les pharmacies. Les pharmacies peuvent être contactées directement par les usagers. Donc ça, c'est une demande du couloir pharmacie pour pouvoir envoyer en amont les ordonnances pour pouvoir préparer la délivrance des médicaments. Et le professionnel de santé, bien évidemment, peut à tout moment mettre fin aux échanges avec un usager en indiquant fin entre crochets en majuscule dans l'objet du message. Voilà. Les documents reçus via la messagerie de santé peuvent bien évidemment être enregistrés dans le profil médical par l'usager. Je vous ai mis une petite capture d'écran de la messagerie de santé dans mon espace santé. Vous avez vu, c'est très simple, hein. Il y a un objet de message. Vous pouvez ajouter des documents en pièce jointe. Il y a un corps de message. Bon, donc c'est un mailer, somme toute, tout à fait classique. À la différence près par rapport à un Outlook ou un Gmail, c'est que là, les échanges sont confidentiels et sécurisés. Une petite nouveauté qui est arrivée, donc ça j'en parle parce que ça va intéresser aussi le couloir médico-social. Donc c'est une petite nouveauté qui est arrivée, c'est ce qu'on appelle mon bilan prévention. Donc c'est des bilans de prévention qui ont été intégrés aujourd'hui à mon espace santé, qui vont permettre d'agir sur tout ce qui est habitude de vie et mode de vie des personnes. Donc ces bilans de prévention qui sont axés par tranche d'âge. Donc vous avez 18-25, 45-50, 60-65, 70-75. Donc si vous êtes dans une de ces tranches d'âge, je vous invite à vous connecter sur votre profil Mon Espace Santé et à l'activer si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous allez avoir ce bilan prévention à votre disposition à compléter. Donc en fait, le bilan prévention, c'est quoi sur Mon Espace Santé? C'est un auto-questionnaire auquel l'usager va répondre. Une fois qu'il aura répondu à cet auto-questionnaire, il va pouvoir ensuite prendre rendez-vous avec un professionnel de santé de son choix. Et il va pouvoir derrière, du coup, bénéficier de conseils personnalisés pour éventuellement adapter son rythme de vie, ses habitudes de vie, donc faire plus de sport, la consommation de cigarettes, d'alcool, etc., etc. Et derrière, il va pouvoir remplir avec le professionnel un plan personnalisé de prévention. Je vous ai mis un lien pour avoir toutes les informations sur ce sujet. Donc voilà, je vous invite à y aller. Si vous êtes dans ces tranches d'âge ou si vous avez des usagers dans vos établissements qui sont également dans ces tranches d'âge, je vous invite à leur proposer éventuellement de se connecter et de remplir leur auto-questionnaire. J'en ai fini de mon côté. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions avant de donner la parole à Jean-Rémy. Sébastien, je pense qu'il y a plein de questions qui sont en lien avec tes propos et je me dis que ça vaudrait le coup de les traiter maintenant pour ensuite passer sur le certificat et tout ça. J'ai vu qu'il y avait des questions vachement pertinentes, donc merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à les poser, hein. On va les traiter au fur et à mesure. Alors, y a-t-il un format imposé pour venir déposer les documents dans mon espace santé? Alors oui, le PDF et le JPEG, effectivement. La limite d'octet, je ne l'ai pas en tête. Il y a une limite, effectivement, mais qui est assez haute. Mais en tout cas, oui, effectivement, PDF et image, ça passe. Est-ce que le volet médical est le volet de synthèse médicale? Alors là, je ne sais pas ce que vous entendez par ça. Je pense que oui. Dans la partie, vous voulez dire dossier médical dans mon espace santé? Dossier médical, c'est l'ensemble des documents qui sont liés au dossier médical, hein. Ce n'est pas uniquement le volet de synthèse médicale à proprement parler, hein. C'est les documents médicaux au sens large. Le volet de synthèse médicale, c'est un document. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la question, c'est le document de synthèse médicale, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans le DMP ou est-ce qu'il est où est-ce qu'il est à la main de l'utilisateur, du patient en fait? Le volet de synthèse médicale, il peut être déposé par les professionnels de santé, donc médecin, par exemple un médecin, il va déposer effectivement le volet de synthèse médicale sur le DMP et il sera ensuite accessible aux professionnels de santé si le patient a choisi de libérer cet accès. François, c'est bien ça Pour la MSC, donc la messagerie de synthèse. François, c'était bien ça la réponse que vous attendiez? On est bien dans le. N'hésitez pas à écrire si jamais on n'a pas répondu. Parfait, c'est bien la question. Donc pour la MSC, c'est toujours le professionnel qui doit initier le premier échange. Oui, effectivement, c'est toujours le cas. Modulo, les pharmacies, comme je vous ai dit. Quand on dépose un nouveau document,
vient-il archiver le précédent? Exemple, je dépose un DLU et 3 jours après, je redépose un DLU car des informations. Oui, effectivement, quand un document est déposé, en fait, sur le BMP, il y a une fonction en fait de versionning, ce qu'on appelle. Donc, quand il y a un document qui est le même document mais qui a été modifié, qui est redéposé, en fait, donc il y a un versionning, il y a une V1 du document qui est archivée et il y a la V2 du document qui fait foi. Voilà, il y a un système de versionning. Est-ce que le patient est prévenu si un professionnel consulte son DMP? Oui, tout à fait, effectivement. Il est prévenu la première fois qu'il le consulte, bien évidemment, par mail avec l'adresse qu'il a déclarée sur son profil Mon Espace Santé. Si un usager clôture son espace santé, est-ce que cela clôture son DMP et efface les documents contenus à l'intérieur? Alors oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, mon espace santé et le DMP sont liés. On ne peut pas dissocier le DMP de mon espace santé. C'est-à-dire que quand vous ouvrez mon espace santé, vous ouvrez par voie de fait votre DMP. Donc les deux sont liés. Donc quand vous fermez votre profil Mon Espace Santé, vous fermez par conséquent effectivement aussi le DMP. Et vous avez le choix. Au moment de la fermeture, on vous demande si vous souhaitez supprimer ou non les documents. Si vous dites oui, que vous souhaitez supprimer le document, alors à ce moment-là, tout est supprimé. Donc, il y a quand même 14 jours pour se rétracter. Si vous ne le faites pas, il y a une suppression totale de l'ensemble des documents qui avaient été déposés. Professionnel de santé bloqué, hors médecin traitant. Alors oui, le médecin traitant, lui, c'est l'équivalent en fait d'un professionnel de santé administrateur. Donc le médecin traitant, effectivement, il a des droits élargis, comme les mêmes droits en fait que le professionnel de santé administrateur, et lui, il les a par défaut puisque c'est votre médecin traitant. Est-ce que vous nous transmettez le PPT? Oui, effectivement. Comment on déclare un pro administrateur? C'est tout simple. C'est-à-dire que la première fois qu'un professionnel de santé accède à votre profil Mon Espace Santé, vous allez avoir une notification qui vous dit qu'effectivement ce pro a accédé à votre profil Mon Espace Santé. Et à ce moment-là, vous allez aller sur Mon Espace Santé, vous allez voir qu'il a accédé, vous allez pouvoir, dans cette zone-là, le déclarer en tant que professionnel de santé administrateur. Autre question, est-ce que le proche aidant de l'usager a accès ou des droits sur Mon Espace Santé? Alors ça, c'est une vaste question qui est encore débattue aujourd'hui au niveau de l'ANS. Ce n'est pas le cas. Actuellement, le proche aidant n'a pas accès au profil de Mon Espace Santé. Alors, pourquoi? Parce que c'est surtout un problème juridique. Donc, c'est un sujet principalement juridique qui est actuellement traité par l'ANS, effectivement, pour qu'on puisse ouvrir la possibilité aux aidants d'accéder sous certaines conditions et à certaines données au profil de Mon Espace Santé des personnes aidées. Ce n'est pas le cas encore, ça va venir, c'est en réflexion, c'est en travaux, mais le problème est principalement juridique. Je pense avoir traité toutes les questions. J'ai l'impression que oui, et n'hésitez pas, s'il y en a d'autres en cours d'intervention, posez-les, puis on a encore 2 parties à traiter, donc on vous y répondra avec grand plaisir. Oui, Sébastien, c'est un puits de connaissances, donc n'hésitez pas, hein, posez toutes vos questions, profitons-en. Là, on va partir sur des cas d'usage. Et voilà, je vois qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, qu'il y a des directeurs d'établissement qui sont connectés. Donc, on pourrait dédier cette partie-là spécialement à tous les professionnels qui ont envoyé, par exemple, des résidents en hospitalisation ou des résidents en consultation de spécialité. Avec l'hôpital qui vous appelle en vous disant il me manque des documents, ou alors je comprends pas pourquoi vous l'hospitalisez, j'ai pas le dernier bilan sang. Le médecin spécialiste qui vous dit non, le résident il peut pas mal communiquer sur sa situation médicale, l'accompagnant ne connaît pas la situation médicale, et donc vous voyez tous ces usages là, on va essayer d'en parler plus précisément, parce que le numérique et Mon Espace Santé va vous aider à faire en sorte que ces situations soient un peu plus sous contrôle. Alors, on va prendre par exemple ce premier cas d'usage. Il est bien ce cas d'usage parce que normalement, il correspond à il correspond à tous les établissements médico-sociaux, notamment la biologie. Vous voyez, on peut prendre un résident qui a besoin d'évaluer sa capacité je vulgarise tous les propos, le TPINR, c'est donc la capacité à ce que le sang soit suffisamment fluide pour pas qu'il provoque de caillots, par exemple. Donc c'est un examen de biologie qui est commun, qui est fréquent dans beaucoup d'établissements médico-sociaux. Et si on prend ce cas de figure, Marion, qui est prise en charge dans un établissement, durant son accompagnement, elle a besoin de réaliser un examen de biologie. On va prendre cet exemple-là de biologie. On va rester sur cet exemple-là de biologie. Donc, la première étape, c'est que cet examen, il est prescrit. Et donc, il est prescrit. Et la prescription ou la demande d'examen, elle a été déposée
dans le DMP par un professionnel habilité de l'établissement ou par son médecin traitant. Donc, ça permet de garder un historique de la date à laquelle le besoin a été identifié. Voilà. Donc, première étape, une prescription qui est déposée dans le DMP par un professionnel habilité. La deuxième étape, Marion réalise l'examen. Donc, si on prend notre examen de biologie médicale, c'est assez fréquent que des laboratoires viennent dans l'établissement, si c'est une structure avec hébergement, pour réaliser cet examen. Donc, ça revient au même. Et si le résident est accompagné à domicile, eh bien, Marion va se rendre dans le laboratoire de biologie pour faire cet examen médical. Donc, le professionnel réalise l'acte et le compte rendu est déposé dans mon espace santé et le compte rendu, donc dans le DMP, et le compte rendu est également envoyé au médecin prescripteur euh, par la messagerie sécurisée de santé. Donc, on a vraiment l'utilisation du DMP et de la messagerie sécurisée de santé. Et bien entendu, pour que ça puisse fonctionner, il faut que Marion ait eu son identifiant national de santé, numérique de santé, qui soit complètement qualifié pour que tout fonctionne. La troisième étape, Marion rentre dans l'établissement où donc les professionnels de l'établissement peuvent prendre connaissance des résultats de l'examen de Marion. Donc les professionnels reçoivent les documents via la messagerie de santé dans le DUI de l'établissement et on peut également consulter le DMP de Marion voilà, via toujours le DUI. Donc on est sur ce cas de figure d'un examen de biologie qui est relativement fréquent dans un établissement médico-social et on a toute la boucle de la prescription à la réalisation de l'acte et au suivi de l'acte, donc à la consultation de l'acte qui est fait soit via la messagerie sécurisée de santé, soit via le DMP pour une parfaite prise en charge de la situation médicale de Marion. Alors, si on part sur une situation avec un zoom plus particulier sur le grand âge, donc sur les établissements qui accompagnent des personnes âgées, donc ça soit un EHPAD, soit une résidence autonomie, par exemple, on a listé là quelques documents fréquents qui sont utilisés dans un établissement médico-social du grand âge en flux entrant via le dossier usager informatisé et en flux sortant. Et si jamais on raisonne comme ça, en flux entrant, eh bien, on a souvent plus de documents que ce qu'on imagine. Hein. Quand j'échange avec les établissements, ils ne voient pas forcément tous ces documents en flux entrant et en flux sortant. En flux entrant, le volet de synthèse médicale, les ordonnances, les prescriptions. Donc tout ça, en général, on les identifie bien, au même titre que les comptes rendus de biologie. Mais en flux entrant avec les lettres de liaison de sortie, les dossiers de liaison des urgences, le flux retour des dossiers de liaison des urgences, ils sont parfois un peu moins identifiés. Et tous ces documents-là vont alimenter le DMP. À l'inverse, l'établissement médico-social va faire organiser un flux sortant de documents, toujours en provenance du dossier usager informatisé, des flux sortants qui peuvent être donc le projet personnalisé d'accompagnement. Des ordonnances et des prescriptions qui ont été réalisées au sein de l'établissement médico-social, des volets de synthèse médicale, pareil, une lettre de liaison d'entrée, des dossiers de liaison des urgences, des dossiers de transfert d'un ESMS à un autre ESMS. Donc voilà une modélisation des flux sortants. Ces flux sortants, ils vont être utilisés par la médecine de ville, un médecin spécialiste de cardiologie qui doit évaluer la situation médicale de Jean-Rémy Pujibé, 92 ans, qui a une cardiopathie équilibrée. Donc d'autres ESMS, l'hôpital, hein, c'est très fréquent, bien entendu, donc cas d'hospitalisation de résidents, de bénéficiaires. Voilà, donc c'est ces éléments-là qui sont une modélisation des documents entrant et sortant dans des cas d'usage médico-social. On peut passer également sur des flux entrants pour des établissements qui accompagneraient, hop, je me mets sur la bonne slide, pardon, des personnes en situation de handicap.
maison d'accueil spécialisée, foyer d'accueil médicalisé, foyer d'hébergement, tout le champ qui est tout le champ médico-social au bénéfice donc des personnes en situation de handicap. On retrouve quasiment les mêmes flux entrants. Il y a voilà, que ce que l'on a listé tout à l'heure dans les établissements grand âge, mais il y a un peu plus de flux sortants. Donc notamment les grilles d'évaluation médico-sociale, le plan de soins, le compte rendu ou la fiche de suivi de soins, donc différents CERFA, des attestations d'hébergement, en plus d'ordonnances que nous avons vues également sur le couloir grand âge. Ensuite, on a sur la slide suivante, toujours si on prend un autre couloir, sur les acteurs du domicile, on retrouve nos flux entrants, donc volet de synthèse médicale, ordonnance, prescription, compte rendu de biologie, des lettres de liaison et de sortie, des dossiers de liaison des urgences, et puis des flux sortants qui là sont très, très utiles pour l'ensemble de la prise en charge du bénéficiaire ou du patient. Donc le projet d'accompagnement personnalisé, des ordonnances également, des documents de liaison des urgences en cas d'hospitalisation, la médecine de ville qui va avoir besoin de regarder le projet personnalisé d'accompagnement d'autres établissements également. On vous a listé sur la slide suivante différents cas d'usage. Ces cas d'usage, ils sont utiles, à mon avis, quand vous devez peut-être faire la promotion de mon espace santé ou du DUI ou de l'interopérabilité du DUI auprès de vos équipes. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc vous aurez la présentation PowerPoint et il y a des liens sur chaque situation. Donc Jeanne fait une chute dans son établissement, une téléconsultation chez un résident d'EHPAD, Paul qui est accompagné dans un SAVS et qui est ensuite hospitalisé dans un service de psychiatrie. Vous voyez que des cas qui sont issus de la réalité terrain des établissements médico-sociaux. Et donc, n'hésitez pas à les utiliser, à les télécharger, à les partager avec vos équipes, parce que ça ancre bien les pratiques et vous allez vous y retrouver dans votre exercice quotidien. Et là encore, la réalité de vos exercices, ça va être un mix de tout ça. Et vous allez, je pense, voir réellement des cas d'usage. Je vous propose qu'on passe sur la slide suivante avec donc une notion qui va de soi, mais il faut quand même la rappeler, c'est-à-dire que mon espace santé, ça marche parce que tout le monde joue le jeu. Les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les bénéficiaires, les familles, l'ensemble de l'écosystème doit partager ces informations et doit avoir conscience que ces échanges partagés et sécurisés d'informations, elles n'ont d'utilité que parce que la chaîne fonctionne. S'il y a un maillon de la chaîne qui arrête d'alimenter le DMP, qui refuse d'utiliser mon espace santé, eh bien finalement, c'est la totalité de la prise en charge du bénéficiaire qui, in fine, est impactée. Donc c'est intéressant de le regarder sous cet angle-là, et c'est l'objet de ce slide. On va repartir sur des éléments d'INS qualifiés, de certificat logiciel. Vous avez peut-être des questions entre-temps, je ne vais pas regarder. Est-ce qu'il y aurait des questions qui seraient... Il y a une petite question de François. Je ne sais pas si on peut parler de flux. Les directives anticipées et la personne de confiance sont utiles à partager entre les différents lieux de vie et de soins. Alors, les directives anticipées dans le secteur médico-social, elles sont extrêmement importantes. Parce qu'on peut avoir des situations d'hospitalisation avec une équipe qui sait pas quoi faire par rapport avec un résident qui est dyscommunicant et une situation grave avec un pronostic vital engagé et des soins potentiellement extrêmement invasifs. Donc les directives anticipées, je vous encourage à en parler avec vos bénéficiaires, à en parler en équipe. Et souvent, on se rend compte qu'en établissement médico-social, elles sont pas toujours bien renseignées. Donc là encore, on a une marge de progression et c'est extrêmement utile parce qu'elles sont présentes dans mon espace santé et à disposition d'une équipe médicale qui serait amenée à prendre en charge un des résidents ou des bénéficiaires d'un ESMS. Donc un petit focus particulier. On va enchaîner peut-être sur la suite. Tu pourras répondre, Jean-Rémy, éventuellement par écrit
s'il y a d'autres questions, et puis on reviendra après s'il y a des questions à la fin. Je vais vous parler maintenant de certificats logiciels et d'INS qualifiés. Donc, je vous ai fait brièvement une slide en fait en 7 étapes, les 7 étapes nécessaires à alimenter le DMP. Alors, je ne sais pas où vous en êtes du processus, mais voilà les 7 macro-étapes. Donc, numéro 1, acquérir et mettre à jour les logiciels métiers, donc votre DUI en question, avec la version Ségur compatible avec le DMP et également l'INS qualifié. Anticiper également l'authentification du personnel des admissions, téléservices et NSI, donc soit disposer de cartes CPX nominatives ou d'un certificat serveur pour pouvoir qualifier l'identité des patients. Déployer également une organisation d'identité-vigilance, ça fait partie effectivement du RNIV également. Disposer de certificats logiciels d'authentification, et c'est ce qui va nous intéresser après, et de signature électronique des documents de santé avant envoi. Mettre à jour également vos modèles de documents de santé. Donc, il faut savoir que sur les documents de santé, aujourd'hui, il faut apposer ce qu'on appelle un cartouche INS et un data matrix. Donc, le cartouche INS, c'est un cartouche qui va récapituler donc, toute l'identité nationale de santé de l'usager, et également un data matrix, qui est un QR code, en fait, tout simplement, qui va récapituler également toutes les informations de l'INS. Donc, ça, aujourd'hui, ces informations-là doivent être apposées sur les documents de santé. Diffuser l'INS également dans vos logiciels utilisateurs, donc le DUI. Et enfin, l'objectif final, c'est alimenter le DMP avec l'INS qualifié, bien évidemment. Je vous ai mis donc là les 8 étapes. Donc, c'est un petit focus sur les certificats. Donc, les 8 étapes à franchir absolument nécessaires pour pouvoir obtenir les certificats nécessaires pour pouvoir alimenter le DMP. Donc, en premier lieu, il faut que vous contractualisiez avec l'ANS, avec le FINES de votre structure, via le contrat d'adhésion. Je vous ai mis le lien juste ici. Ensuite, il faut identifier bien évidemment le représentant légal, le ou les mandataires et les administrateurs techniques de la structure. Et je vous encourage à identifier des mandataires, puisqu'on ne le fait pas forcément. Les représentants légaux, on l'identifie facilement. Les admins techniques, il n'y a pas de choix, puisqu'il faut les identifier pour pouvoir commander les certificats. Mais le mandataire, on n'y pense pas forcément. Donc, je vous encourage vivement à déclarer un ou plusieurs mandataires également à l'ANS, parce que si le représentant légal, par exemple, de la structure s'en va, au moins, il y a toujours un mandataire pour pouvoir réaliser des actions avec l'ANS. Commandez ensuite une carte CDE pour le représentant légal. Donc, je vous ai mis le formulaire 101 disponible. Commandez une ou des cartes CPE également pour le mandataire et les administrateurs techniques. Donc, le formulaire 301. Déclarer un mandataire. Donc, si votre mandataire il a déjà une carte, vous pouvez le déclarer via le formulaire 502. 6e étape, déclarer le ou les administrateurs techniques habilités à gérer les fameux certificats via le formulaire 413. Et ensuite, générer et retirer le certificat sur la plateforme de l'IGC Santé. Et je vous ai mis ensuite donc le lien vers l'IGC Santé et l'étape 8, donc justement installer les certificats obtenus sur la solution logicielle. J'en profite, il y a une question rôle du mandataire. Alors, le mandataire, il agit pour le compte en fait du représentant légal. Voilà, c'est le représentant légal qui déclare le mandataire et il agit en fait pour son compte quand il y a des actions à faire avec l'ANS. Donc, par exemple, les administrateurs techniques qui vont être responsables de la gestion des certificats, c'est le représentant légal qui les déclare. Le mandataire peut également le faire. Donc, si le représentant légal n'est pas dispo ou est parti ou ne peut pas agir, au moins, il y a toujours un mandataire qui peut s'occuper de déclarer un nouvel administrateur technique. Voilà, donc, le mandataire, il agit, il fait fonction en fait pour le compte du représentant légal. Je vous ai mis les 3 certificats qui sont importants. Donc, il y en a 2 principalement qui sont importants. Il y a le certificat Org Sign et le certificat Org Haute CLI. Donc, ça, c'est les 2 certificats absolument nécessaires pour alimenter le DMP. Il faut ces certificats pour pouvoir alimenter le DMP. Et je vous ai mis enfin un 3e certificat, un certificat qui s'appelle Org Haute CLI également, qui est un certificat spécifique pour le téléservice INSI. Donc, ça dépend. Alors, tout dépend de votre organisation, comment vous appelez le téléservice INSI. Soit vous appelez le téléservice INSI par carte, CPS, et donc là, à ce moment-là, si vous appelez le téléservice INSI par carte, il n'y a pas besoin de certificat. Soit vous appelez le téléservice INSI par certificat, et donc là, il faudra nécessairement commander ce certificat. J'en profite, il y a une question également. Avec le certificat logiciel installé au logiciel métier, est-il possible d'alimenter le DMP avec une carte de service et non personnelle? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas la carte qui va faire foi, c'est le certificat. C'est justement le concept. C'est que le certificat vous permet justement de faire fi en fait, des cartes. C'est lui, en fait, le certificat qui authentifiera la structure au niveau du DMP pour le dépôt des documents. C'est tout l'intérêt. Voilà. Donc, notamment pour le téléservice INSI, si vous avez un certificat serveur, vous n'avez pas besoin de carte pour l'appeler.
Pareil pour le DMP, si vous avez des certificats serveurs, ben, vous n'avez pas besoin de carte non plus pour déposer des documents. Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir ces certificats. Alors, ces certificats logiciels, faut savoir qu'ils ont une durée de validité de 3 ans. Alors ça, c'est important parce qu'on se rend compte que là, le projet du Ségur quand même est bien lancé. Il y a des structures qui alimentent le DMP déjà depuis un petit moment. Et donc, il y a des structures qui vont être confrontées à cette difficulté. Donc, les certificats délivrés par l'ANS, ils ont une validité de 3 ans. Et au bout de 3 ans, il faut les renouveler. Et il faut penser surtout à les renouveler. C'est surtout le plus important. Donc, il y a une notification qui est envoyée par la plateforme de l'IGC Santé. Elle est envoyée à peu près 1 mois avant l'expiration du certificat. Et attention, cette notification, elle est envoyée à qui? Elle est envoyée aux administrateurs techniques. Et là, vous voyez venir le problème, c'est que si l'administrateur technique, 3 ans c'est long, hein, si l'administrateur technique était déclaré par l'établissement, il est parti, et que vous aviez mis son adresse mail à cet administrateur technique sur la plateforme de l'IGC Santé, ben, vous n'aurez pas de notif. Vous n'aurez pas de notification que votre certificat arrive à échéance. Et le risque, c'est quoi? C'est que si votre certificat arrive à échéance et que vous n'avez pas pris le temps de le renouveler avant l'échéance, il va y avoir une rupture de service pour les utilisateurs, c'est-à-dire que derrière, vous allez avoir une rupture d'alimentation UDMP. Et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite. Donc, c'est ça qui va être un petit peu embêtant. Donc, pensez bien à renouveler vos certificats. Et ce que je vous conseille, personnellement, c'est sur la plateforme de l'IGC Santé, au lieu de mettre l'adresse personnelle nominative de l'administrateur technique, mettez peut-être une adresse générique, par exemple certificat@epadtoto.com. Ça évitera en fait que, au moins, s'il y a un départ de cette personne, s'il y a plusieurs personnes derrière cette adresse générique, au moins, il y a au moins une personne qui va être avertie. Par sécurité, on vous conseille même d'implanter une alerte, si possible. Si vous pouvez implanter une alerte du côté des administrateurs, par exemple, quand vous commandez le certificat, vous mettez une alerte dans l'agenda qui sera disponible, par exemple, 3 ans plus tard, pour dire, attention, le certificat arrive à échéance dans 1 mois, au moins, ça permet de doubler l'information. Et pour les gros établissements, alors je ne sais pas s'il y a des gros établissements dans les médico-sociaux, mais ce qu'on conseille pour les gros établissements, si vous gérez un parc de certificats assez important, c'est même de mettre en place une veille en fait bimensuelle, tout simplement avec une personne qui met ça dans ses tâches, effectivement, de juste s'assurer qu'il n'y a pas de certificat qui arrive à échéance dans le mois ou le mois prochain. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et également en cas de changement d'administrateur technique, donc s'il y a un départ, une arrivée ou etc., ce qui est important, c'est d'en faire la déclaration à l'ANS. Il faut déclarer le nouvel administrateur technique. Et pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le sujet des mandataires, c'est que l'administrateur technique, il est déclaré par le responsable de la structure. Et si le responsable, alors vous voyez le problème arriver, je pense facilement, si l'administrateur technique est parti, que le responsable de la structure a changé également. Donc, l'administrateur technique a changé, le responsable de la structure a changé également, et qu'il faut renouveler le certificat. Et c'est l'administrateur technique qui s'en charge. Donc, du coup, vous n'aurez plus d'administrateur technique, donc il va falloir que le responsable de la structure en déclare un nouveau. Sauf que si lui aussi est parti et que vous ne l'avez pas déclaré à l'ANS, ben, vous n'aurez plus non plus de responsable de structure au niveau de votre structure pour déclarer un nouvel administrateur technique. D'où l'importance de déclarer les fameux mandataires. Parce que si vous avez déclaré des mandataires, si vous arrivez dans le cas où l'administrateur technique s'en va, le responsable de la structure a changé également, ben au moins vous avez un mandataire qui va pouvoir déclarer un nouvel administrateur technique. Voilà. Donc pensez bien à faire vos changements auprès de l'ANS. Quand il y a un nouvel administrateur technique, vous le déclarez. Quand il y a un mandataire qui s'en va, ben vous en déclarez éventuellement un nouveau. Et quand vous avez votre responsable de structure qui change également, pensez également à le déclarer à l'ANS. Sinon, vous allez vous retrouver en fait en difficulté au pied du mur, au bout des 3 ans du certificat. Le certificat va arriver à échéance et vous allez vous dire bah mince, il faut que je contacte l'administrateur technique. Ah ben mince, il est parti. Du coup, il faut que j'en déclare un. Il faut que je contacte le responsable de la structure. Ah ben mince, il est parti aussi. Il a changé. Et donc, vous allez devoir refaire, si on revient un petit peu juste avant, vous allez devoir vous refaire, malheureusement, tout le process. Donc, vous allez devoir recommencer depuis la partie 2 et de redéclarer un représentant légal, redéclarer des administrateurs techniques. Ce n'est pas vraiment chouette, donc pensez à anticiper le sujet. Sinon, vous allez perdre du temps malheureusement et perdre en plus, avoir une rupture de service pendant un temps plus ou moins long du coup. Je vous ai mis une slide qui récapitule toutes les informations qui sont disponibles sur le sujet des certificats. Donc, vous allez voir, c'est assez riche. Il y a une page Internet spécifiquement dédiée qui est gérée par l'ANS qui parle que des certificats. Vous allez avoir énormément d'informations sur le sujet. Il y a également des guides qui sont édités par l'ANS
qui détaille toute la démarche de commande de certificat. Et notamment pour le médico-social, il y a un guide qui est très bien fait, qui est le guide médico-social. Et en plus, pour votre couloir médico-social, vous avez un parcours guidé ESMS. Donc, le parcours guidé reprend des informations que vous allez retrouver dans le guide, mais de manière un peu plus édulcorée. Le guide est vraiment très exhaustif. Alors, il a le mérite d'être exhaustif, mais il a l'inconvénient de l'être, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de choses, on s'y perd. Donc, peut-être partez sur le parcours guidé dans un premier temps et ensuite, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à aller vous référer au guide qui est le document le plus exhaustif. Et je sais qu'également, dans le cas de SMS numérique, je sais que vous êtes beaucoup accompagnés, donc vous avez peut-être déjà été accompagné par Jean-Rémy ou également Dominique Gaillard, donc n'hésitez pas également à faire appel à eux si vous êtes en difficulté à ce niveau-là. Ils sont rodés à cette procédure de commande de certificat parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend, mais tous les établissements doivent en passer par là, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Au niveau de l'accompagnement, donc les accompagnements des établissements médico-sociaux, il y a une boîte à outils qui est disponible en ligne sur laquelle vous allez pouvoir accéder, qui est spécifiquement dédiée aux établissements médico-sociaux. Vous allez retrouver tout un tas de contenus, de documents, de références, d'articles, etc. pour avoir justement des éléments pour travailler sur le sujet de mon espace santé. N'hésitez pas à aller sur le site, je vous ai mis le lien juste ici. Sachez qu'il y a un numéro dédié qui est le 3608. C'est un numéro qui est spécifiquement dédié donc aux pros, celui-ci. C'est un numéro qui est dédié aux pros pour l'utilisation du DMP. Donc, si vos pros ils ont des difficultés dans l'utilisation du DMP, ils peuvent appeler ce numéro. Ce numéro est géré par l'assurance maladie. Il y a des téléconseillers qui vont pouvoir vous répondre et qui vont pouvoir vous aider. Donc, attention, je le dis, ce numéro il est dédié aux pros, absolument, pas aux usagers. Attention. Pour l'accompagnement de l'usager ce coup-ci, donc si vous avez vos résidents dans vos établissements, vos usagers, vos patients dans vos établissements, vous pouvez les orienter donc vers le site monespacesanté.fr, bien évidemment, où il y a tout un tas d'informations. Il y a également des campagnes de notification qui sont disponibles avec des courriers, des flyers, de l'aide en ligne, etc. Et vos usagers également, vous pouvez leur proposer, s'ils ont des questions sur Mon Espace Santé, d'appeler le 3422. Donc attention, à la différence du numéro précédent, le 3608, là le 3422, pour le coup, celui-là, c'est un numéro pur usager, qui est dédié à Mon Espace Santé, pas au DMP. Donc celui-là, c'est vraiment pur Mon Espace Santé pour les usagers. Donc il y a un support téléphonique, pareil, qui est géré de 8h30 à 17h30. Et il y a également des conseillers par visio-interprétation, donc pour l'accessibilité, qui sont disponibles pour les sourds ou malentendants. Il y a également un formulaire en ligne s'il y a des questions sur Mon Espace Santé, donc qui peuvent être posées à l'écrit par les usagers. Je vous invite également, alors ça c'est important, le réseau des ambassadeurs. Le réseau des ambassadeurs, c'est un réseau en région PACA qui est géré par Muriel Arnoux, donc qui est la coordinatrice ambassadeurs Mon Espace Santé pour la région PACA. Ces ambassadeurs, c'est qui? C'est des bénévoles, comme vous, comme moi ou autres, qui décident de donner un peu de leur temps pour aider leurs concitoyens dans l'aventure Mon Espace Santé. Et vous pouvez faire appel à eux, à ces ambassadeurs, à ce réseau d'ambassadeurs pour faire des événements dans vos établissements. Alors attention, si vous voulez faire un événement dans votre établissement, pensez à faire un événement une fois que vous alimentez le DMP. Ça serait un petit peu dommage de faire un événement Mon Espace Santé, DMP avec vos résidents ou autres, etc., alors que vous-même, vous n'alimentez pas encore le DMP et vous n'alimentez pas Mon Espace Santé des patients. Donc voilà, faites appel à eux, mais avant, déployez bien le sujet du Ségur et notamment de Mon Espace Santé, de l'INS, etc., dans votre établissement. Donc, ils peuvent faire des événements. Donc, ils déploient souvent un stand et ils vont discuter avec les usagers ou les familles des usagers ou autres qui passent pour leur parler justement de Mon Espace Santé. Vous avez des adresses également auxquelles vous référez si vous avez des questions générales sur le Ségur. Alors, vous ne savez pas forcément dans quelle case mettre votre question, vous ne savez pas où la mettre. Vous avez une adresse générique qui est pilotage@ségur-numérique-paca.fr. C'est une adresse commune à la CEPAM, à l'ARS et au GRADE. Donc voilà, vous avez les 3 institutions derrière, CEPAM, ARS, GRADE, et en fonction du sujet, on se répartit la question en fonction de qui a la réponse pour vous épauler. Vous avez également une adresse GRIV, donc c'est une adresse GRIV qui est dédiée justement à l'identité-vigilance et à l'INS. Si vous avez des difficultés sur l'INS ou l'identité-vigilance, n'hésitez pas à les contacter. Questions cybersécurité ou protection des données à caractère personnel, vous avez l'adresse CAPSI. Et ensuite, vous avez 2 adresses spécifiques pour le médico-social, donc collectif SIMS-PACA si vous avez des questions pour l'adhésion notamment à des grappes SMS numériques, ou une autre adresse programme.esms.numérique pour les questions relatives à l'accompagnement des ESMS. J'en ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions. Jean-Rémy, si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas non plus.
Je te remercie. Je regarde s'il y a des questions. Euh, non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, Capucine nous a une question. C'est oui, il y a une question, oui, vous avez répondu à tout. Oh, alors, oui, Capucine est en train d'écrire. Ou est-ce que Capucine... Ah oui, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on a répondu à tout? Ah, voilà, vous avez une question. Oui, j'ai une question. Ok, je vous en prie, prenez le temps de l'écrire, Capucine. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de souci, on y répondra. Et si on n'a pas toutes les réponses, de toute façon, on reviendra vers vous par mail, hein. Moi, je me dis, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, Sébastien. Il est possible, on a quand même plusieurs participants, il est possible qu'il y ait des participants qui n'aient pas eux-mêmes activé leur espace santé. Et quelque part, pour comprendre, ça peut arriver statistiquement quand on voit les stats nationales, vraiment le point clé pour comprendre encore un peu mieux tout ce dont on parle, pour ceux qui l'ont activé, activez-le, vous verrez, tout va s'éclaircir lorsque vous regarderez votre propre espace santé en tant que patient, quoi, hein, tout simplement, et vous allez voir la richesse de cet espace et le nombre de documents qui sont d'ores et déjà disponibles. Et surtout, vous Alors, allez vous rendre compte, hein, c'est vraiment simple d'usage, hein. Il a été vraiment pensé pour être vraiment, c'était pensé pour être le plus simple possible en termes d'usage. ouais. C'est une grande satisfaction vraiment de se dire, ah, j'ai enfin un document qui me permet de retrouver mon bilan sang de l'année dernière, mon scan de 2021 que j'ai rajouté. C'est vraiment une vraie sécurité et une vraie hygiène de vie quelque part, de l'alimenter, de le vérifier, de le classer aussi. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt un vrai outil majeur pour tout un chacun. Alors, j'ai ouvert mon espace santé, mais aucun des médecins que j'ai rencontrés ne s'en sert. Est-ce qu'une action est faite en ce sens? Alors, Colline, la première action que vous pourriez faire, alors moi, si je suis à l'aise avec ça, étant professionnel de santé, je suis assez à l'aise avec ça. Le premier truc que vous pouvez dire, si vous arrivez à le dire et si le moment se fait sentir, c'est de dire à votre médecin, docteur, vous me faites perdre des chances médicales en n'alimentant pas mon espace santé. C'est un peu rude, c'est un peu violent, mais un médecin qui ne partagerait pas ses données de santé, pour vous, en cas d'hospitalisation, vous ferait perdre des chances médicales. Vous voyez, la notion de chance médicale est au cœur de mon espace santé. Mon espace santé, c'est une politique publique qui cherche à augmenter les chances médicales par le partage de données d'information, entre autres, hein, c'est pas que ça. Donc, c'est pas facile à dire, mais docteur, écoutez, mais alimentez mon espace santé parce que bah, j'en ai besoin, moi, pour classer mes documents, pour suivre mes documents, pour en cas d'hospitalisation, si je vais un spécialiste, si je me déménage, si vous arrêtez votre activité, pour suivre mon dossier médical. C'est de l'augmentation de chances médicales. Le terme d'augmentation de chances médicales, c'est celui-là qu'il faut que vous utilisiez pour le convaincre d'utiliser. Ils l'ont appris dans leurs études, ils voient bien que prendre en charge un patient sans avoir les données médicales de ce patient, c'est tout refaire. Tout le bilan, toute l'histoire de la maladie, faire confiance à des tiers qui ne connaissent pas forcément, là, qui n'ont pas de formation médicale. Donc voilà, c'est la notion de chance médicale. Capucine. J'accompagne des usagers dans leur démarche de santé. Je suis amené à activer leur espace de santé et leur expliquer est-ce que la sécurité des données, il y a peu de thérapeutes, que puis-je répondre? Sébastien, on reboucle sur la question de la sécurité du serveur HDS. Et donc, d'un système, tous les certificats dont on parle, c'est contraignant, c'est compliqué pour un établissement, mais ça contribue à l'hyper-sécurisation de cet espace. Donc, voilà, on est vraiment sur le plus haut niveau de sécurisation des données qui puissent exister. Mais Sébastien, tu peux peut-être répondre en complétant Oui, sur cet aspect-là. c'est ce qu'on disait, hein, les données sont hébergées en France. Ça, c'est le premier point important quand même. Elles ne sont pas hébergées à l'étranger. Et il y a effectivement le respect de la certification HDS, qui est une certification quand même très draconienne pour pouvoir héberger des données de santé. Il y a effectivement l'ANSSI, hein, qui accompagne donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui accompagne justement l'assurance maladie et le ministère de la Santé sur ce sujet. Et effectivement, clairement, les données de santé en France, vous le savez, c'est un sujet quand même majeur. En France, on est quand même
très protecteur vis-à-vis des données personnelles. On est encore plus protecteur vis-à-vis des données de santé. Et effectivement, les pouvoirs publics ne prennent pas le sujet du tout à la légère. Et comme dit Jean-Rémy, effectivement, il y a le sujet de l'INS, c'est compliqué, il faut des certificats, il faut des cartes, il faut s'authentifier, etc. Mais tout ça, ça participe aussi au niveau de sécurité, hein. C'est-à-dire que tous ces certificats, ça permet que votre logiciel s'authentifie correctement sur le DMP, qu'il ait effectivement le droit de déposer des patients, que vous, avec votre carte, vous ayez effectivement le droit d'appeler le téléservice. Enfin voilà, il y a énormément de garde-fous qui sont mis en place pour sécuriser au maximum les données qui sont présentes sur mon espace santé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, sinon on va clore notre rendez-vous. Merci à tous en tout cas pour vos questions, vos participations. Merci à vous, de rien pour la présentation. Donc le replay et le support vous sera envoyé par mail, hein. Et vous allez également avoir un questionnaire de satisfaction qui va vous parvenir. Je crois que ma collègue Julie Scala vous a mis également l'information dans le chat. N'hésitez pas à le compléter, à le remplir. À nous, ça nous permet de nous améliorer, de voir ce qu'on a bien fait, mal fait, ce qu'on pourrait mieux faire, quel sujet on pourrait traiter un peu plus en détail la prochaine fois. Donc merci à vous par avance de remplir ce questionnaire. Voilà, merci à vous. Au revoir à tous et merci. Merci Jean-Rémy, merci à tous. Au revoir.